Ottawa Thurnt. Her locale. Le 60 avril 2025. Ces Super Hornets de la Carrier Air Wing 7 ont décollé dans un rugissement assourdissant. Leur mission était claire. On-site Houthi Harden, situé sous les collines à l'extérieur de Sanaa, au Yémen, devait recevoir 16 000 livres de munitions guidées de précision. Sa destruction aurait un impact significatif sur la stabilité régionale. Après que des images satellites thermiques aient révélé des signatures thermiques anormales à 30 pieds sous la surface, les services de renseignement américains avaient identifié ce bâtiment comme le centre de commandement dirigeant ces frappes. Ce que les Houthis croyaient être leur citadelle imprenable était sur le point de recevoir une surprise indésirable à 2 fois la vitesse du son. Car les F-18 allaient bientôt arriver. 2 EA-18G Growlers ont décollé pour une mission cruciale à 2h15 heures locales. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. À l'aide de cet équipement, le Next Generation Jammer, ces avions de guerre électronique spécialisés se sont positionnés le long du littoral yéménite aux premières heures du matin, afin de créer un passage invisible à travers les défenses aériennes de Houthi. Quelques secondes après l'activation, les opérateurs radars de Houthi qui regardaient leurs écrans ne voyaient plus qu'une neige électronique là où, quelques secondes auparavant, l'image était claire. Alors que les brouilleurs produisaient des avions fantômes, les stations radars entourant Sanaa ont vu leurs écrans soudainement envahis de cibles fantômes dans toutes les directions. Tandis que certains opérateurs confus tentaient de changer de fréquence, d'autres s'efforçaient frénétiquement de distinguer les échos réels des échos frauduleux. Les Growlers attendaient ce moment, et un opérateur Houthi désespéré a même activé son radar d'acquisition à pleine puissance. Ce pod, situé sous chaque aile du Growler, en est la raison, ce qui a transformé les radars Houthi en simple presse-papier coûteux. C'est le brouilleur INALQ 249 Next Generation. Voici comment. La gamme de fréquences couverte par le brouilleur Next Gen est de 2 à 18 GHz, ce qui correspond exactement aux bandes utilisées par 93% des radars de défense aérienne Houthi. Chaque pod peut produire jusqu'à 8 MW de puissance rayonnée effective, qui peut être envoyé directement vers un radar ennemi pour l'empêcher de faire la distinction entre les échos réels et le bruit blanc. Il peut brouiller les radars 3 fois plus loin qu'auparavant, jusqu'à une distance impressionnante de 660 km, ce qui est bien au-delà de la portée des défenses aériennes Houthi, grâce à ses salves d'énergie dirigées 10 fois plus puissantes que celles de son prédécesseur. Imaginez que le brouilleur fonctionne comme si vous criez dans un micro si fort que le haut-parleur exploserait complètement. C'est exactement la même chose. Après seulement quelques minutes de fonctionnement, ces Growlers ont établi un couloir électronique sécurisé de 40 miles de large qui permet aux avions de combat Strike d'opérer de manière presque indétectable par les défenses ennemies. Pendant ce temps, la formation de Super Hornet a survolé le golfe d'Aden, puis a mis le cap au nord vers Sanaa en arrivant du sud-est. Les pilotes ont forcé leurs avions à monter à 35 000 pieds lorsqu'ils ont atteint la côte yéménite à 02h37. Bien au-delà de la portée effective des défenses aériennes Houthi restantes. Le radar infrarouge avant de l'avion a rapidement affiché les emplacements des cibles après qu'un balayage thermique ait révélé des formes géométriques irrégulières qui confirmaient l'existence de structures souterraines. Le pilote en tête a établi 4 positions de visée distinctes au-dessus du plafond du centre de contrôle tandis que la formation se dirigeait vers la zone cible. Les systèmes de combat des F-18 ont déterminé les meilleurs angles d'impact pour infliger un maximum de dégâts tout en minimisant la distance par rapport à l'avion en une fraction de seconde. Ces F-18 transportaient plus que suffisamment de munitions pour détruire cette installation et plusieurs autres s'ils le souhaitaient, chaque avion étant équipé de 4 bombes GBU-31G. Le pilote en chef a finalement ordonné à tous les appareils de larguer leurs armes à 02h42. Le temps de vol jusqu'à la cible était de 30 secondes. Les GBU-31G sont les bombes qui tombent d'ici.
Il s'agit de versions plus grandes et plus performantes de l'arme de précision air-sol la plus avancée des États-Unis. Cette bombe de 900 kg est précise à 5 mètres près. Quelle que soit l'altitude de l'orgage, grâce à un système de guidage GPS qui combine une ogive pénétrante BLU 109B standard. Mais ce n'est pas seulement cette précision incroyable qui la rend unique. Afin de donner à l'enveloppe en acier forgé de 2,5 cm d'épaisseur le temps nécessaire pour percer 6 mètres de béton armé avant de faire exploser son ogive de 250 kg. Les spécialistes ont réglé les détonateurs de cette mission sur 15 millisecondes. Les détonateurs se sont déclenchés avec une puissance maximale. L'entrée du centre de contrôle principal a été touchée avec précision par la première bombe. Le sol a tremblé un instant plus tard lorsque le JDAM a traversé 6 mètres de béton et de terre. Il a fallu exactement 15 millisecondes pour qu'elle explose alors qu'elle traversait l'installation. Les explosifs produisent une surpression de plus de 5000 PSI immédiatement après chaque explosion. Toute personne se trouvant à moins de 30 mètres de ce complexe subirait des dommages irréversibles. Et la situation ne ferait qu'empirer dans des espaces confinés comme celui-ci. Afin d'améliorer cette arme, l'attaque a utilisé un système de ciblage enchaîné, dans lequel les bombes frappaient les mêmes points d'entrée toutes les 3 secondes. Cela a augmenté l'efficacité globale de la bombe contre des cibles, fortifiée en creusant de plus en plus profondément dans le complexe à chaque impact. 7 autres JDAM ont frappé le complexe avant que la poussière ne retombe. L'attaque a été planifiée de manière experte. Le centre de communication et le dépôt d'armes étant touchés par des bombes ultérieures après que les premières aient ciblé les conduites de ventilation et les points d'entrée. Les munitions Storm se sont enflammées, provoquant une importante explosion secondaire après 8 explosions distinctes qui ont recouvert le flanc de la colline. Les Super Hornets ont laissé derrière eux une dévastation totale avant de virer brusquement à droite et de s'éloigner à toute vitesse. Ce qui était autrefois une installation souterraine cachée n'était plus qu'un parking de près de 60 mètres de diamètre. Grâce à cet avion, les pilotes ont pu obtenir des informations en temps réel sur l'étendue des dégâts, qui ont révélé que toute la partie centrale s'était effondrée vers l'intérieur et que les tunnels étaient obstrués par des milliers de tonnes de débris. À 240 km large, le 2D Hawkeye sert d'œil dans le ciel pour l'opération. Il peut voir à travers les contre-mesures électroniques Houthi les plus sophistiqués grâce à son radar ANAPI 9 en forme de dôme, qui fonctionne à des fréquences de 400 à 450 MHz. Sa grande surface lui permet également d'observer de vastes zones terrestres. Un seul avion peut couvrir tout l'ouest du Yémen grâce à la capacité de surveillance. De l'espace aérien de 6 millions de miles cubes du radar dans des conditions météorologiques idéales. Son équipage de 5 personnes a aidé à coordonner le timing des 16 frappes JDAM pendant l'opération, en s'assurant qu'elles se succèdent à moins de 0,8 secondes d'intervalle pour un impact maximal. Mais ce n'est pas le seul aspect remarquable de cette frappe. En utilisant des images d'une résolution de 35 cm pour percer le nuage de poussière résultant, son radar à synthèse d'ouverture a vérifié que les 4 cibles principales avaient été détruites sans qu'il soit nécessaire de lancer d'autres frappes. Les commandants peuvent déterminer instantanément si les objectifs ont été atteints grâce à ces capacités d'évaluation des dommages en temps réel, ce qui évite de risquer davantage d'avions dans des missions inutiles. Les Américains ne se doutaient toutefois pas qu'une deuxième frappe allait être lancée par surprise. Le personnel radar à bord de l'USS Carney a remarqué plusieurs contacts rapides décollant de près d'Al-Hadada, sur la côte ouest du Yémen. Verse 3H15. Le groupe aéronaval a été spécifiquement pris pour cible par 4 missiles fournis par l'Iran. Le capitaine du destroyer a donné l'ordre « Armes libres », engagez toutes les menaces entrantes, après que le système de combat Aegis ait calculé les solutions d'interception en quelques secondes. Ce n'était que le début de l'engagement, car 4 missiles SM-2 se sont précipités vers les cibles après avoir explosé en vol depuis les cellules du système de lancement vertical.
Un superordinateur embarqué dans le vaisseau spatial effectue toute la magie noire qui permet un tel tir, même si vous ne pouvez pas le voir d'ici. In substance, le système de commandement et de décision Aegis est un superordinateur créé dans le seul but d'éliminer les menaces avant qu'elles n'aient la possibilité de mettre en danger la flotte. Même si les missiles entrants étaient repérés par le radar ANSPI-1 du navire à 267 000 marins, soit 23% de sa portée officielle, cette information serait inutile si elle ne pouvait être traitée avec précision et rapidité. Et c'est là qu'intervient le système de commandement et de décision. Le système génère une solution de tir en traitant plus de 4 millions de lignes de code en 1,8 secondes. C'est au moins 15 fois plus rapide que ce que les opérateurs humains pouvaient accomplir avant l'Aegis. Il utilise des algorithmes automatisés basés sur 28 caractéristiques différentes pour atteindre cette vitesse et cette précision étonnante. Mais le plus étonnant reste à venir. En arrière-plan, le Carney travaille sur des solutions possibles de contrôle de tir et suit environ 127 contacts aériens supplémentaires en même temps. Imaginez qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer cette phrase, 127 des mathématiciens les plus brillants du monde travaillent ensemble pour résoudre l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles jamais créés. Le missile RIM-66, Standard Missile 2, est la cible de ces missiles. Ils atteignent un Mach 3 en 8 secondes après leur lancement. Ils parcourent un mile toutes les 1,4 secondes, soit plus de 2600 miles par heure. Mais ils sont également uniques à d'autres égards. Le chercheur radar actif de chacun de ces SM-2 s'active lorsqu'ils approchent de leur dernière seconde de vol, même contre des menaces dont la section radar est d'environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'un oiseau. Ces autodirecteurs sont fiables à 98% pour acquérir leur cible. Les ogives de 63 kg des SM-2 produisent des anneaux métalliques qui s'élargissent et se déplacent à 2400 mètres par seconde lorsqu'ils s'approchent à quelques dizaines de mètres de la cible. Les États-Unis feraient rapidement passer les Houthis à la phase de détection de l'arc des méchants après avoir éliminé ces 4 menaces bien avant qu'elles n'aient eu la possibilité de prendre pied sur le groupe d'attaque. Pour rappeler aux Houthis qui est le chef, les États-Unis ont choisi de lancer une frappe chirurgicale secrète en représailles à la dernière attaque missile. Un ensemble unique de 4 avions a décollé du navire à 3h30. Vous voyez ici le F-35C Lightning II, l'avion furtif le plus sophistiqué de la marine américaine. La marine avait l'intention de maintenir l'effet de surprise en ne lançant plus aucun Growler, car les Houthis étaient désormais en état d'alerte maximale. C'est pour cette raison qu'elle a déployé une formation de 4 F-35. Ils ont pris cette mesure car le F-35 est pratiquement indétectable par les radars des Houthis grâce à sa section radar de 0,01 mètre carré, soit la taille d'une bille. Son radar de recherche principal, l'AN/APG-81, fonctionne en mode de faible probabilité d'interception, émettant des signaux à seulement 2% de sa puissance normale, afin d'augmenter ses capacités furtives lorsqu'il s'approche des positions ennemies. Cela réduit à presque 0 la probabilité déjà faible de détection. De plus, il est furtif pour d'autres raisons. Si vous regardez ici, vous pouvez voir le système de ciblage électro-optique du F-35 installé sous. Le fuselage est juste devant le compartiment du train d'atterrissage principal. Même si les lanceurs Houthi étaient camouflés, le système de ciblage électro-optique installé sous le nez a pu identifier des signatures thermiques à 73 miles de distance. Grâce à cette capacité et à l'écran monté sur le casque qui combine les informations provenant des capteurs à 360 degrés de l'avion, les pilotes peuvent voir à travers l'avion dans toutes les directions. C'est comme avoir une vision surhumaine qui permet de détecter les dangers de manière presque parfaite et de voir dans toutes les directions à la fois. Cependant, avec l'arme qu'ils transportent, ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Les bombes à guidage de précision GBU-53B Stormbreaker, qui révolutionnent les frappes de précision de l'armée américaine,
sont logées dans la soute interne de chaque F-35. Lorsqu'elles sont larguées en altitude, elles ont une portée de 40 milles nautiques, ce qui permet à l'avion de rester en sécurité hors de portée des défenses aériennes ennemies. Même si la distance de tir de l'arsenal américain n'est pas la plus remarquable, c'est le chercheur qui fait vraiment la différence. Dans son nez se trouve le chercheur trimode de la bombe. Ce chercheur dispose d'une triple capacité capteur laser, infrarouge et radar à ondes millimétriques. Grâce à cette combinaison de capteurs, cette bombe atteindra toujours sa cible, quel que soit le degré de poussière, de sable ou d'obscurité de l'environnement. Et ces F-35 ont rapidement démontré la véritable qualité de ces nouveaux Seekers. La charge utile de 105 livres de chaque bombe avait un rayon d'impact de 26 pieds lorsqu'elle a frappé les lanceurs de missiles Houthi, ce qui était suffisant pour détruire un lanceur avec un minimum de dommages collatéraux pour les infrastructures civiles adjacentes. Et cette partie va vous épater si vous avez trouvé cela cool. Alors que les bombes étaient encore en vol, les premières ont identifié les lanceurs qui tentaient de se déplacer. Et la deuxième vague d'armes a reçu des mises à jour sur les cibles en vol. C'est un peu comme si une bombe intelligente pouvait informer ses amis par téléphone de la position de la cible. Les deux groupes d'attaque étaient rentrés sans encombre à 4 heures, sans perte ni dommage pour les avions. Avec environ 27 opérateurs Houthi neutralisés, l'enquête post-frappe a confirmé que le centre de contrôle avait été totalement détruit. 4 des 6 plateformes de lancement mobile restantes ont été détruites lors de l'attaque suivante, réduisant considérablement leur capacité à menacer les navires. Aucun navire commercial n'a signalé de frappe Houthi au cours des 72 heures qui ont suivi, ce qui a constitué la plus longue période de calme dans le canal maritime depuis le début de la guerre. Mais cela va-t-il durer? La question cruciale à ce stade était de savoir si les frappes du 16 avril allaient contraindre les Houthis à négocier un accord, ou s'ils allaient simplement changer de stratégie et continuer à attaquer l'une des voies maritimes les plus importantes au monde. Cependant, pendant quelques heures ce soir-là, 2 F-35 et 4 Super Hornets ont montré pourquoi ils devaient absolument engager des négociations. Ce n'était pas un simple affrontement fortuit sur le champ de bataille lorsque les Houthis et l'avion de combat américain, probablement un F-18 ou un autre avion naval similaire, se sont heurtés. C'était le signe d'un changement plus général dans la dynamique du conflit au Moyen-Orient. Le conflit auquel nous assistons actuellement est un conflit de seuil, de frontières créées, testé et redessiné par l'asymétrie et la politique de la corde raide technologique, plutôt qu'une guerre conventionnelle pour le territoire ou le changement de régime. Grâce à des années d'aide iranienne et à leur propre ténacité sur le champ de bataille, les Houthis ont désormais des ambitions bien plus grandes. Ils ne sont plus seulement des guérilleros locaux dans les hautes terres yéménites. Ils sont devenus un perturbateur régional capable de lancer des drones au-delà des frontières, des missiles sur des navires et même d'affronter les plateformes aériennes les plus avancées au monde. Le message était clair pour les États-Unis. Il y a désormais une concurrence pour la mer Rouge et l'espace aérien qui l'entoure. Les règles du jeu ont changé. De plus, même si la supériorité aérienne des États-Unis ne peut être considérée comme acquise en raison de l'existence de menaces dispersées et très mobiles comme les Houthis, la marine et l'armée de l'air continuent de dominer en termes de capacité et de technologie. Cet incident met également en évidence les limites de la dissuasion par la force écrasante. Les adversaires peuvent s'engager dans un combat même s'ils savent qu'ils vont perdre. Non par optimisme tactique, mais plutôt par nécessité politique. Bien qu'il soit militairement illogique pour les Houthis de défier un avion de combat américain, cela symbolise leur défiance. Cela donne du courage à leurs partisans et renforce la résistance de leurs adversaires. Dans une guerre asymétrique, l'image est aussi importante que les résultats. Mais une telle désobéissance a un prix. La réaction des États-Unis ira probablement au-delà de la première confrontation. Qu'il s'agisse d'une contre-attaque, d'une mesure défensive ou d'une surveillance secrète des sites de lancement potentiels.
Des frappes aériennes préventives contre des stocks présumés de missiles et de drones. Un renforcement des activités de surveillance au-dessus du Yémen ou l'élargissement des forces navales pour reprendre le contrôle des voies navigables contestées sont autant de scénarios possibles dans les semaines à venir. Les acteurs régionaux sont également concernés. Ayant leurs propres intérêts sécuritaires dans la mer Rouge, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte suivent la situation de près. Ils sont directement touchés lorsque les forces Houthis sont affaiblies ou enhardies. Tout changement dans la stratégie américaine pourrait conduire à la formation de nouvelles alliances, ou d'alliances secrètes visant à stopper la croissance des Houthis et à couper leur voie d'approvisionnement vers l'Iran. De plus, Israël, déjà sur les dents en raison de l'escalade des hostilités avec les mandataires soutenus par l'Iran en Syrie et au Liban, verrait cela comme un élément d'un schéma plus large. La politique de Téhéran consistant à exercer une pression synchronisée sur plusieurs théâtres afin d'épuiser les forces américaines et celles de la coalition. Une rencontre avec un avion de combat américain pourrait être le début plutôt que la fin. Cette confrontation ne se résume pas à savoir qui a tiré, qui a esquivé ou qui a finalement pris le dessus. Il s'agit d'une question de contrôle de la perception, de l'escalade, de l'espace aérien. De plus, un simple duel ou un tir de missile peut entraîner des changements stratégiques à l'échelle continentale dans le calcul complexe des combats contemporains. Pour l'instant, le ciel du Yémen est à nouveau silencieux. Cependant, ce calme est trompeur. C'est le calme qui précède un changement, un réajustement et peut-être une vengeance. Car il y a toujours des répercussions lorsqu'on défie un avion de chasse américain. De plus, aucune grande puissance n'accepte un défi sans planifier sa prochaine ligne de conduite. Pour l'instant, au revoir.